Donc, peut-être me présenter tout d'abord, parce que moi, je ne suis pas de Saint-Étienne, même si j'ai des liens familiaux dans la région, vu que ma sœur a épousé un local, qui sont là. Voilà. Moi, j'habite depuis 25 ans en Charente-Maritime. Et je suis journaliste de formation, de métier. Ça fait en fait un petit moment que je m'intéresse à ces questions de l'agriculture. Peut-être parce que alors j'ai beaucoup vécu dans des grandes villes. En fait, j'ai vécu une dizaine d'années à Paris avant de venir m'installer à Charente-Maritime. Et je suis une spécialiste donc de la communication et des médias. Et il y a quand même une focalisation dans les médias, c'est qu'ils sont surtout dans les grandes villes, surtout les grands médias. Hein. On n'en voit pas beaucoup dans les campagnes. Et du coup, ces thématiques tellement importantes de l'agriculture, de l'alimentation, des paysages, c'est des choses qui sont pas tellement traitées dans les grands médias. Et quand je suis arrivée en Charente-Maritime, j'avais ce désir de traiter avec beaucoup d'attention des sujets qui paraissaient locaux, mais leur accorder la même attention et la même importance que si c'était des sujets nationaux, parce qu'il faut bien comprendre les choses pour pouvoir bien en parler. Et je vous passe toute une période, mais en tout cas en 2016, j'arrête mes activités professionnelles pour me consacrer à l'écriture d'un premier livre qui est paru en 2017, s'intitule Rencontre avec des paysans remarquables, 5 fermes biologiques et paysages. Et le point de départ du livre, c'était un questionnement sur les liens entre agriculture et paysage. En quoi les paysages dans lesquels nous vivons sont-ils façonnés par l'agriculture ? Alors, les paysages de Charente-Maritime, c'est pas tout à fait les mêmes qu'ici. Ce sont des grandes plaines céréalières jusqu'à l'horizon, jusqu'à l'océan, jusqu'au port de La Rochelle Atlantique, 2e port céréalier de France. Donc des grandes cultures de monoculture de maïs, tournesol, blé, avec tout ce qui va avec, les intrants qui vont bien avec. On est champion du monde, champion de France, pardon, ça suffit. Champion de France de l'utilisation du glyphosate. On est content. Champion de France du prosulfocarbe. Et puis champion de France des canaux à eau, puisque vous savez que là-bas, il y a les méga bassines. Voilà. Donc, j'avais traité ces sujets-là en tant que journaliste, mais là, j'avais envie de m'intéresser à ceux qui faisaient autrement. Et donc, je suis partie à la rencontre d'agriculteurs de 20 à 60 ans qui s'étaient installés en agriculture biologique, soit récemment, soit depuis plus longtemps. Et j'ai cherché à comprendre leur choix dans un modèle agricole qui, visiblement, n'est pas trop fait pour ça. Voilà. Et donc, c'est à partir de ce livre que j'ai commencé par effleurer la question du renouvellement des générations agricoles et à m'intéresser à cette question-là. Et dans le chemin de ce livre, une fois que le livre est paru, vous savez, il y a des rencontres. Et j'ai rencontré notamment des gens de Terre de Liens. Et j'ai découvert en fait le mouvement Terre de Liens dans le sillage de ce premier livre. Et au moment où je rencontrais des gens de Terre de Liens, j'étais habitée par cette question dont vous a parlé Jean-Marc, qui est la population agricole est vieillissante, comme la population française, mais peut-être un peu plus, puisque la moitié des agriculteurs vont prendre leur retraite d'ici 2030. Enfin, seront en âge de prendre leur retraite, puisque un quart sont âgés de plus de 55 ans et un autre quart de plus de 60 ans. Voilà. Donc, on estime que 5 millions d'hectares vont changer de main. C'est énorme. C'est un quart de la surface agricole, un cinquième de la surface agricole française. Alors, 5 millions d'hectares. Bon, pour quel modèle, pour quelle agriculture ? Quel va être le visage de cette agriculture qui change aujourd'hui ? On peut dire qu'il vraiment est en train de changer de visage. Moi, ça m'a tout de suite saisi cette statistique en me disant, mais là, on est à un virage décisif. On est dans une décennie décisive. Et donc, c'est important de savoir, est-ce que, du coup, les jeunes qui arrivent vont pouvoir s'installer ? Est-ce qu'ils vont avoir accès à ces terres qui se libèrent ? On pourrait penser, bah oui, c'est
ça va être fastoche. Ils auront que l'embarras du choix. Et puis, non. Voilà. Et non, au contraire, en fait, il y a un phénomène, enfin plusieurs phénomènes qui font que des jeunes qui aujourd'hui, qui s'installent, qui cherchent à s'installer même sur quelques hectares, ont le plus grand mal à accéder à la terre. Et comment cela se fait-il ? Alors ça, c'est le résultat d'une... On sait toute la partie constat, on va parler constat, on va parler alternative et après on va parler projection. Donc si je commence le constat, si vous avez d'autres questions, enfin si vous avez des questions en cours de route, n'hésitez pas. Mais voilà, sur la partie constat, on a un processus depuis 60 ans, depuis la modernisation agricole des années 60, d'agrandissement des fermes. Et on est passé dans les années 50, on était à 15 hectares en moyenne. On est à 69 hectares aujourd'hui en moyenne. Sachant que, par exemple, dans la Marne, la surface moyenne des exploitations, c'est 138 hectares. Puisque ce sont des grandes exploitations céréalières. Chez moi, c'est une centaine d'hectares. Sachant que sur 100 hectares, quelqu'un tout seul, il ne vit pas. Voilà. S'il est en conventionnel, s'il est dans le schéma exportateur, etc. Donc, des fermes de plus en plus grandes. Vous avez peut-être remarqué qu'on ne construit pas de la terre comme on construit des immeubles. La terre n'est pas extensible. La terre est une ressource non renouvelable. Il faut des centaines, voire des milliers d'années pour faire quelques centimètres d'humus. Et en plus, c'est une ressource, en diminution, à la fois parce qu'il y a une artificialisation des terres, par exemple pour construire des autoroutes, pour construire des entrepôts Amazon, pour construire aussi des lotissements, même s'il y a une loi qui est passée récemment. On a beaucoup artificialisé en France depuis longtemps. Et aussi parce que, d'un point de vue qualitatif, les techniques culturales que l'on emploie un peu partout érodent les terres, diminuent leur matière organique, et problème d'infiltration d'eau, problème de biodiversité, etc. Donc la terre est une ressource non renouvelable et fragilisée. Voilà. Donc si les fermes s'agrandissent, ça veut dire que le nombre de fermes diminue. 2 millions de fermes dans les années 60, 390 000 aujourd'hui. D'accord ? Moins 70%. Donc tout ça, ce processus-là, il est continu, inexorable depuis 60 ans. C'était une volonté politique au départ pour assurer la sécurité alimentaire, l'autonomie alimentaire, la souveraineté alimentaire, dirait-on aujourd'hui, des pays de l'Europe, d'agrandir l'exploitation, de permettre à chaque agriculteur de vivre de ses terres et de son travail, et de rattraper aussi en revenus le reste de la population. Donc il y a toute une politique qui s'est développée dans les années 60, et avec un monsieur que vous connaissez peut-être qui s'appelle Edgar Pisani, qui était le ministre de l'Agriculture. Alors Edgar Pisani, je l'ai choisi comme fil rouge de mon livre, parce que c'est très intéressant. C'est à la fois quelqu'un qui s'intéresse à l'accès à la terre et au foncier depuis très longtemps. C'est un spécialiste du foncier. Et en même temps, c'est un grand connaisseur de l'agriculture et un grand serviteur d'État qui était animé par une volonté, un souci de l'intérêt général dont on aurait bien besoin aujourd'hui. Enfin bon, ça c'est... Voilà. Et donc, voilà, donc ce phénomène qui est inexorable est encore renforcé, je vous la fais court, est encore renforcé par la politique agricole commune. Vous savez peut-être que depuis 30 ans, depuis 1992, les subventions aux agriculteurs, donc qui ont remplacé les aides, les prix garantis, les subventions aux agriculteurs, toutes les fermes, sont versées en fonction de la surface. Plus on a d'hectares, plus on a d'aides. Voilà. Du coup, agrandissons-nous. Puisque les difficultés des agriculteurs pour vivre de leur activité font qu'ils sont de plus en plus, beaucoup sont dépendants des aides. Alors pas les maraîchers qui n'ont rien, ou quasiment rien, mais en tout cas, les céréaliers, les éleveurs, enfin beaucoup de professions dans l'agriculture. Donc il faut s'agrandir pour avoir des revenus. Donc il faut manger les terres du voisin.
Donc quand on arrête, 40% des terres partent à l'agrandissement. 10% vont à l'artificialisation et seulement la moitié vont à l'installation. Alors, aujourd'hui, si on fait le constat, il y a à peu près 125 à 200 fermes qui disparaissent chaque semaine. Il y a à peu près, 2 arrivées pour 3 départs. On ne remplace que 2 départs sur 3. Et ça, c'est quand même un souci parce que on voit bien que si on continue comme ça, combien restera-t-il d'agriculteurs dans 10 ans ? Il y a eu moins 100 000 fermes là, en 10 ans. Il y a de grandes chances, si on continue comme ça, qu'il y en ait encore moins 100 000. Donc, face à tous ces constats un peu désespérants, je vous l'accorde, je me suis dit, il faut qu'on trouve... il faut aller faire un tour de France des alternatives. Et grâce à Terre de Liens, parce que Terre de Liens a vraiment été un compagnon dans ce chemin, Terre de Liens m'a dit, mais va voir dans le Larzac, il se passe des trucs là, il s'est passé des trucs et il se passe toujours des trucs. Et puis va voir dans la Marne, va voir, etc. J'ai fait un petit tour de France comme ça, d'alternatives, parce que les solutions, il y a des solutions dans tous les territoires, des solutions qui montrent une créativité juridique, une créativité humaine, et peut-être le maître mot de ces alternatives et de ces solutions, c'est le collectif. On a vu que les agriculteurs étaient de plus en plus seuls sur leur ferme, puisque sur 100 hectares, pour voir le copain ou le voisin, faut quand même avoir des bons yeux. Or, aujourd'hui, les jeunes qui s'installent n'ont plus envie de s'installer, de travailler comme leurs parents, n'ont plus envie de s'épuiser au travail. Ils ont envie de prendre des week-ends, ils n'ont pas envie de s'endetter sur 40 ans. Et le collectif, l'installation en collectif apparaît comme une solution. Mais avant l'installation en collectif, le portage de la terre en collectif qui permet de moins s'endetter, c'est-à-dire qui permet aux jeunes qui s'installent de ne pas s'endetter pour l'achat des terres, c'est une solution qui est vraiment intéressante. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, en France, la plupart des fermes sont ce qu'on appelle en faire valoir indirect, c'est-à-dire que par des baux, on loue des terres. Alors, dans certaines régions, on est plutôt propriétaire, dans d'autres, on est plutôt locataire, mais disons que l'allocation de la terre, c'est une façon de travailler la terre en toute sécurité. Donc là, je me perds un peu dans mes histoires. Je vais vous raconter quand même, je ne sais pas combien de temps il reste. Oh ça va. Je voulais lire un petit extrait quand même, parce que l'histoire de la PAC, qui dysfonctionne, qui en fait encourage à s'agrandir, etc. C'est pas que des dangereux écologistes qui le disent, c'est la Cour des comptes. Alors, dans un rapport adressé en 2018 au ministère de l'Agriculture, la Cour des comptes n'y va pas par 4 chemins. Elle souligne que les aides directes du Fonds européen agricole de garantie, donc le principal pilier, soit 7,8 milliards d'euros pour la France en moyenne, par an, de 2008 à 2015 pour la France, j'ouvre les guillemets, souffrent d'une insuffisance d'évaluation et de pilotage par objectif, que leur mode de répartition, facteur de fortes inégalités, n'a plus de justification pertinente. Et enfin, que leurs effets sont au mieux incertains, que ce soit au regard du revenu des agriculteurs, de l'économie des exploitations ou de l'environnement. La Cour note que donc la fermez les guillemets, la Cour note que ce système avantage les grandes exploitations les plus profitables, en particulier céréales, oléagineux et protéagineux, et qu'il incite à des investissements excessifs, notamment en termes de machines, à l'accroissement de la consommation d'engrais et de pesticides, et contribue à substituer le capital au travail. De plus, ces aides, ouvrez les guillemets, ont davantage soutenu les systèmes agricoles spécialisés au détriment des systèmes agricoles bénéfiques à l'environnement. Voilà. Donc, super. Donc, il faut réformer la PAC. Alors, en 2018, il y a eu tout un mouvement pour réformer la PAC en disant non, mais ça ne va pas.
Ça va pas, donc on va plutôt attribuer des aides à l'emploi plutôt que à la surface. On va vraiment soutenir l'agriculture biologique. Voilà. Et la nouvelle PAC est née, et tout ça est resté lettre morte. Donc, pourquoi, à votre avis? C'est très compliqué de réformer la PAC, surtout qu'il y a un syndicat majoritaire en France qui est président de la COP-COGECA, donc qui est le syndicat agricole européen, qui a, lui, énoncé des propositions qui ont été reprises texto dans la nouvelle PAC. Donc, exit les aides à l'emploi, on continue à l'aide à l'agrandissement. Encore pour 5 ans. Voilà. Donc, c'est un peu énervant. Hein. Donc voilà, on a vu que le cycle renouvellement, agrandissement est en... Voilà, tout ça c'est en panne. Hein, il y a un cycle en panne, il y a un système qui est à bout de souffle. On était au Tour de France des alternatives. Voilà. Le collectif pour porter le foncier. Alors Terre de Liens a... je ne vais pas vous expliquer en 5 minutes parce que c'est vraiment très intelligent et très pensé. Mais Terre de Liens a eu l'intuition en 2003, enfin après 5 ans de travail, d'un groupe de travail, qu'il fallait sortir les terres de la spéculation agricole et considérer la terre comme un bien commun. Et pour ça, il a proposé en fait à des citoyens d'acquérir des parts dans une foncière qui était au niveau national et qui permettait d'installer dans la Loire ou ailleurs, parce qu'il y a plusieurs fermes Terre de Liens dans la Loire, on en parlera, donc d'installer des agriculteurs sur des terres, de transmettre qui permettent aussi à des agriculteurs qui arrêtaient de transmettre en sachant que leurs terres resteraient toujours agricoles, ne partiraient jamais à l'artificialisation et que ces terres seraient préservées et en plus en agriculture biologique, donc avec une restauration de la biodiversité aussi, parce que maintenant on va aussi plus loin que l'agriculture biologique, il s'agit de restaurer la biodiversité. Je ne sais plus quoi vous dire maintenant. Parce que ces alternatives, en fait, il y en a partout. Ce que j'ai appris dans ce Tour de France des alternatives, je suis allée je vous l'ai dit, je suis allée en Alsace, je suis allée dans le Pays Basque. J'ai aussi raconté le parcours d'installation par chez moi de jeunes. C'est que partout, il y a des solutions et qui marchent et qui font leurs preuves. Voilà. La difficulté, le point de passage où on se situe, c'est pas de dire on sait pas, il faudrait changer de modèle et on sait pas où aller. Non, on sait où aller, on sait qu'est-ce qui marche. Et ce qu'ils disent, c'est des organisations paysannes, c'est des organisations professionnelles, c'est des organisations citoyennes comme Terre de Liens, c'est la Cour des comptes, c'est voilà une multitude d'acteurs. Voilà. Ce qui manque, c'est le levier politique national pour arriver à transformer les choses. Et qu'est-ce qui se passe du côté du national? Vers où on va? Puisque, effectivement, ça, c'est tous ces constats que je vous raconte, ils sont connus, reconnus. Voilà. Comment on remédie à ces problèmes-là? Alors, il y a une loi d'orientation agricole qui va sortir, là, qui a fait l'objet d'une large concertation. Qu'est-ce qui va être retenu? On l'attend. Terre de Liens a participé aux négociations, c'est vraiment investi. Voilà. Qu'est-ce qui va sortir du chapeau? En fait, j'étais au Salon de l'Agriculture en 2022 et là, on ne parlait sur le stand du ministère de l'Agriculture et partout dans les allées que de la solution promise par monsieur Emmanuel Macron, le président, en 2021, la 3e révolution agricole. C'est quoi cette 3e révolution agricole? Après la révolution du machinisme, après la révolution chimique, la 3e révolution tient en 3 mots. Elle sera robotique, numérique et génétique. Tout le monde applaudit, non? Bon. Voilà. Et donc, et tout ça au nom de l'écologie. Pour relever le défi. Voilà. Donc, en fait, dans la 3e partie, j'examine un petit peu les scénarios du futur. Donc, il y a ce scénario-là,
Ou il y a un autre scénario qui a été pris par certains élèves d'AgroParisTech, qui ont dit nous on bifurque. Comment est-ce qu'on bifurque ? Eh bien, c'est tout l'enjeu de la troisième partie. Peut-être que pour bifurquer, il faut aussi changer de modèle. Et pour changer de modèle, peut-être qu'il faut qu'on change aussi notre cadre de pensée et qu'on envisage les solutions non pas sous l'angle uniquement de l'économie, qui va résoudre tous nos problèmes, mais en alliant une vision de assurer un revenu aux agriculteurs, lier les questions alimentation et agriculture, et qu'est-ce qu'un bien commun ? Est-ce qu'il ne serait pas le temps de revenir à considérer que la terre qui nous nourrit est un bien commun ? Et comment est-ce qu'on peut, effectivement, c'est quoi cette pensée des communs en fait ? Eh bien, cette pensée des communs, c'est quelque chose qui a été conceptualisé par une femme, s'appelle Elinor Ostrom, prix Nobel d'économie en 90, qui a examiné toutes les conditions pour que ces communs qui existent partout, on parle de l'eau dans certaines régions, etc., comment les conditions des réussites de la gestion de ressources communes, voilà, c'est quoi ? Et c'est pas si sorcier que ça, et on peut y arriver. Voilà. Bon, j'ai fait un peu dans le désordre, mais peut-être maintenant on peut faire le lien avec les initiatives locales, Michel, Brigitte. Bonjour à tous. Donc je me présente, moi Michel Jabrin, donc je suis bénévole à Terre de Liens et administrateur à Terre de Liens Rhône-Alpes. Je suis pas tout seul aujourd'hui, je suis avec Brigitte qui est ici avec moi aussi. Donc je fais partie aussi, je suis très terre à terre, moi je suis très ancré au sol, donc je fais partie du groupe local Loire-Pilat. Pour me situer d'où je parle, moi je suis tombé dans la marmite de l'agriculture quand j'étais à peine né, parce que j'avais des grands-parents paysans et je vivais à la ferme tout le temps, quoi, voilà. Et dans mon parcours, j'ai été un peu ouvrier agricole, un peu paysan, un peu formateur de paysans, un peu ingénieur agricole, et puis j'ai passé toute ma carrière à essayer de tisser des liens entre les paysans et les questions d'environnement, de société, etc. En travaillant au parc du Pilat, voilà, pour situer. Ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que le thème que j'ai retenu, moi, c'est comment, en tant que citoyen, on peut s'intéresser aux problèmes de l'agriculture et à son avenir. Parce que ça, c'est quelque chose de clé. On nous a longtemps fait croire que l'agriculture, c'était une affaire d'agriculteurs et que tous les autres, ils connaissaient rien. Donc, il fallait leur laisser ça dans les pattes et puis qu'ils allaient tout bien faire. On s'est rendu compte que petit à petit, ils ont fait des très belles choses, mais il y a aussi beaucoup de choses qui ont été faites qui ont des conséquences absolument dramatiques, que ce soit au niveau social, environnemental, rural, des territoires, etc. On a des territoires aujourd'hui qui sont complètement vidés de l'agriculture. J'écoutais là dans le Cantal, aujourd'hui il y a plus de vaches que de paysans, enfin que d'habitants. Il y a plus de vaches que d'habitants. Donc ça pose quand même une question, quoi. Ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que c'est important. Ce qu'on sait aujourd'hui, grâce à nos copains de l'INRAE qui ont travaillé sur les questions de la propriété foncière, il faut savoir que Terre de Liens, on vient de sortir un rapport sur la propriété des terres agricoles en France. Ça n'intéresse absolument pas l'État, puisqu'il n'y avait pas eu d'études sur la propriété foncière en France depuis 30 ans. Et c'est Terre de Liens qui s'est lancé là-dedans avec beaucoup de difficultés pour avoir des statistiques. En fait, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que pas tout à fait 400 000 agriculteurs ou exploitations agricoles qu'on a sont en face de 4,5 millions de propriétaires. Donc, il y a une chose qui nous intéresse beaucoup, nous, c'est ces propriétaires. Ça veut dire qu'ils peuvent avoir une action citoyenne par rapport aux terres dont ils sont propriétaires et la façon dont ils peuvent les louer à des agriculteurs et de mettre un certain nombre de conditions. Bien sûr, les agriculteurs sont protégés depuis les années 60 par
quelque chose qui s'appelle le statut du fermage, qui leur garantit de pouvoir exploiter ces terres sur de la longue durée et de garantir les investissements qui font leur travail. Mais ça veut dire qu'il y a quand même des biais où on peut discuter, quoi. Voilà. Donc, il y a ce regard-là. On peut aussi avoir le citoyen qui est souvent propriétaire. Il peut avoir ce regard-là, mais tous on est concernés parce que tous on est des mangeurs, des bouffeurs. Et donc, l'alimentation qu'on nous fournit, c'est un besoin primaire. Voilà. Je vous mets au défi. Essayez de faire une grève de la faim. Vous allez voir, c'est rude à amener. Et donc, cette alimentation, elle a des impacts très importants sur notre façon de vivre, mais aussi sur notre santé. Hein. C'est-à-dire que ce qu'on mange, c'est pas moi qui l'ai sorti. Hein. Ça nous constitue et il m'échappe un truc là, mais en fait, c'est notre premier médicament, notre alimentation. C'est mieux on se nourrit, moins on a besoin du médecin, quoi. Donc c'est important. Aujourd'hui, tout ça, c'est un peu oublié. Hein. On produit de l'alimentation qui est de pas très mauvaise qualité. Donc Terre de Liens, en fait, il vient un peu de ces trois choses. C'est-à-dire d'un côté, s'intéresser à avoir beaucoup de paysans partout, dans tout le territoire, pour nous faire une alimentation de qualité. Alors nous, on s'est axé sur la bio parce que c'est le seul label aujourd'hui. Il faut bien vous mettre ça dans la tête. C'est le seul label aujourd'hui qui garantit qu'on fait une alimentation correcte au niveau de la qualité. Tout le reste, c'est de la légende. Je suis assez raide là-dessus. La troisième chose, c'est que on peut contribuer à l'acquisition et de faire de la terre un bien commun. Parce que, je ne vais pas redire ce qu'a dit Véronique, mais la terre, c'est pas renouvelable. Ça met des milliers d'années à se constituer, les sols, et qu'une fois qu'on l'a détruit, c'est mort, c'est fini. On ne va pas en refaire d'autres. Et donc, du coup, c'est quelque chose qui est absolument à préserver. Et donc, à Terre de Liens, le mouvement qui a été créé il y a 20 ans a décidé de dire on va sortir, à notre petite échelle. Hein. Aujourd'hui, la France agricole, hein, c'est 25 millions d'hectares cultivés. Terre de Liens, on est propriétaire de 10 000 hectares aujourd'hui. Donc, ça va pas. On fait beaucoup de bruit, mais on ne pète pas très loin quand même. Donc, mais ça ne fait rien. On tient à cette idée et on se dit que il y a moyen de sortir un certain nombre de terres de la spéculation, de garantir son utilisation agricole, c'est-à-dire qu'une fois que Terre de Liens a acheté des terres, il s'est engagé ad vitam aeternam à dire ces terres, on ne va pas les revendre, on va les laisser et charge à nous après de se débrouiller pour trouver des porteurs de projets, des paysans qui vont venir utiliser ces terres-là pour faire une alimentation de qualité proche de nous. Et donc voilà ce que c'est. Alors on n'est pas tout seul, hein, parce que je pense que dans le livre de Véronique, il y a plein d'autres exemples. Des foncières, il y en a d'autres, il y en a une au Pays Basque, il y a d'autres exemples qui se passent en Pays de Loire, en Bretagne. Oui, dans la Marne, ouais, aussi. Il ne faut pas toujours qui ont fait ça. Voilà. Et donc il y a plein de fausses. L'idée, c'est d'essayer de faire de la terre un bien commun et de créer au fil du temps, avec beaucoup de patience, de créer un espèce de conservatoire des terres agricoles où personne ne pourra toucher à part l'agriculteur qui s'engagera à produire correctement. Donc voilà, alors comment on fait ? Comment on peut faire ? Il y a plusieurs choses. Moi, je vais vous parler d'un exemple qui n'est pas très loin d'ici. Hein. Alors dans la Loire, très concrètement, on a 5 fermes Terre de Liens, donc qui sont venues de plein d'initiatives différentes. En général, comment on intervient ? C'est que d'une part, on peut avoir des porteurs de projets, tout frais et moelleux qui arrivent, qui sont pleins d'enthousiasme, qui ont envie de faire des choses, nous disent « J'ai trouvé une ferme, j'ai trouvé des terres, mais alors je suis incapable de les acheter, quoi, parce que c'est trop d'argent pour moi. Économiquement, je ne vais pas y arriver. » Et du coup, nous, on travaille avec eux pour dire « voilà, amène ton projet, on va en discuter. » Et puis après, on travaille avec les propriétaires, les cédants, pour dire, alors c'est un processus long, hein, en général, une acquisition de Terre de Liens, ça dure 2 ans, 2 ans et demi, voire 3 ans, pour se mettre d'accord avec les porteurs de projets, se mettre d'accord avec les cédants sur de la pépette, du prix, hein. Voilà, travailler avec la SAFER, pour
avec les collectivités locales, avec plein d'acteurs qui interviennent. Et à travers notre processus, collecter de l'épargne, parce que nous, l'argent, il ne nous tombe pas du ciel. L'air de rien, c'est un peu le nerf de la guerre. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a un stand aujourd'hui ici à Tatouche-Juste, pour inciter tous vous qui avez qui avez de l'épargne de côté, je sais pas, au Crédit Agricole ou à la banque, on dit venez nous les prêter, on va bien s'en occuper. Et donc du coup, on peut acheter des actions de la foncière, Terre de Liens, et avec cet argent-là, on va pouvoir acquérir ces terres, et ensuite ces terres, on va les mettre en location par un bail rural environnemental à ces porteurs de projets. Donc ça, c'est exactement le type de choses qu'on a fait sur une ferme qui s'appelle la Fournachère, qui est sur la commune des Haies dans le Rhône, juste à côté, mais qui a eu lieu aussi dans la Loire, pour la ferme des Charmilles, ou dans le nord du Rouennais, ou à Nanda, enfin voilà, des choses comme ça. Et donc, moi, je connais mieux l'exemple de la Fournachère, parce que je l'ai suivi très, très près. Donc, c'est une bergère, pas du tout issue du monde agricole. Moi qui suis les pieds dans la terre, quand je l'ai vue arriver, elle était animatrice dans une MJC à Lyon. Je me suis dit, tiens, elle veut élever des moutons. C'est un peu bizarre. Et en fait, on a travaillé avec elle. C'est une bergère, même pas issue du monde agricole, c'est extrêmement formée, beaucoup de pratiques. Et elle s'est dit, moi j'ai trouvé une ferme qui m'irait bien. Elle fait 65 hectares, il y en a 50 à vendre, mais je ne peux pas l'acheter. Enfin, c'est beaucoup trop pour moi. Il y avait des bâtiments, il y avait tout ça. Donc on a fait tout un travail avec les cédants, qui étaient propriétaires de la ferme. On s'est fait aider par la SAFER pour négocier le prix, tout ça, parce qu'on n'a pas toutes les compétences à Terre de Liens. On en a plein, mais des fois, on a besoin des autres. Et donc, du coup, petit à petit, on a fini par se mettre d'accord. Et on a fait cette acquisition. Voilà, il n'y a rien de secret. La ferme a été acquise pour 750 000 €, avec des bâtiments, 2 bergeries très grandes, la maison d'habitation, l'ancienne stabule, etc. Et donc, Christelle, la fermière, a pu s'installer et développer la ferme, qui était très conventionnelle avant. Et elle a fait la conversion en agriculture biologique avec du mouton, où elle vendait les agneaux sur les marchés, etc. Et pour aller encore plus loin, pour vous montrer l'exemple, Christelle, au bout de 5 ans, est tombée malade. Ça arrive. Et elle nous a annoncé un jour, on était très tristes, qu'elle ne pouvait pas continuer, c'était impossible pour elle. Et du coup, on s'est lancé, nous, dans la recherche de nouveaux porteurs de projets. Ça nous a pris 2 ans. Et là, on a un nouveau couple qui arrive, qui vont faire complètement autre chose. Ils vont faire des chèvres laitières, du pain, etc. Et on a l'espoir que peut-être qu'il y aura des maraîchers qui pourront venir, etc. Et tout ça, ça s'est fait parce que on est un certain nombre actifs à s'être mobilisés pour accompagner les cédants, les porteurs de projets, et aussi pour faire des salons, des réunions, etc., pour mobiliser les gens autour, pour dire on a besoin de vous pour pouvoir faire l'acquisition. Et aujourd'hui, cette ferme, elle est, entre guillemets, sacralisée comme une ferme d'élevage ou d'autres productions, et elle ne sortira pas du schéma agricole, etc. Donc voilà, ça c'est un exemple. Je vais en citer un deuxième, parce que c'est pour l'implication citoyenne, c'est intéressant. C'est qu'on a un bel exemple dans la Loire. Ça s'appelle la ferme du Puy de Légumes à Saint-Romain-le-Puy, où c'est une dame qui était propriétaire, qui s'est dit, moi, j'ai pas besoin de cet argent, j'ai pas besoin de le vendre. Alors elle était à l'extrême, elle vivait bien, elle s'est dit, je veux surtout pas que ces terres, elles partent à la construction, comme c'est le cas tout autour de Saint-Romain-le-Puy. Et donc, du coup, elle s'est dit, je le donne à Terre de Liens. Donc, elle a légué, elle a donné sa ferme à la fondation Terre de Liens, qui est habilitée à recevoir ses dons. Et donc, nous, on a passé tout un temps à en faire la publicité, à rechercher. Et donc, il y a 2 maraîchers qui ont été retenus et qui sont aujourd'hui producteurs de légumes hyper performants, très compétents. Et je pense qu'aujourd'hui, ils doivent alimenter toute la commune en légumes. Et ce qui est le plus fort, c'est qu'en plus de tout ça, ils ont créé du lien avec tous les habitants du village qui sont venus les aider aussi pour monter un espèce de magasin, faire une charpente, etc. Et ça, c'est quelque chose de très fort aussi qu'on soutient. C'est comment on fait
pour tisser du lien entre des agriculteurs, des propriétaires et des gens qui sont des mangeurs ou des citoyens autour. Donc voilà, je voulais juste vous parler un peu de tout ça. Et puis je citerai un troisième exemple qui est un peu autre, où on peut s'impliquer auprès de nos collectivités. C'est-à-dire nos collectivités locales, il faut savoir aujourd'hui, elles ont la maîtrise de quelle utilisation on va faire du foncier à travers ce qu'on appelle les règlements d'urbanisme, les fameux plans locaux d'urbanisation qui deviennent intercommunaux maintenant. Et on peut travailler aussi avec nos élus, tout bêtement, locaux, leur dire « Oh, là, autour de nous, on est tous à manger, et on a besoin d'avoir une agriculture locale. » Il faut savoir, par exemple, que, je ne sais pas si vous le savez, mais sur Saint-Étienne, ici, la métropole de Saint-Étienne, l'autonomie alimentaire, elle est de 2%. Ça veut dire que vous avez produit sur le territoire de la métropole, il y a 2% de ce que les gens mangent qui est produit là. Et tout le reste, ça vient d'ailleurs ou par ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de lait qui est produit, mais qui est exporté. Donc, on a un souci aussi pour dire ça. Et donc, actuellement, alors avec d'autres copains, en collectif, on ne travaille pas tout seul, avec des gens qui sont regroupés autour du tiers-lieu du Treuil et des associations environnementales du secteur. On travaille sur tout un vallon qui est sur l'ouest stéphanois. Je ne sais pas si vous voyez là tout le coin où tout le monde connaît, à Saint-Thé-aux-Champs, à Villars, où on a travaillé avec un élu qui est très déterminé, qui dit moi, c'est bon, il y a assez de construction, je veux qu'il y ait un certain nombre de sites qui restent naturels et agricoles. Et donc actuellement, il développe tout un processus de protection de ces terres. Et donc Terre de Liens et d'autres, on va s'impliquer là-dedans pour dire s'il y a besoin d'aider à la transmission d'exploitation, etc., on peut s'impliquer. Voilà. Je m'arrête parce que sinon je n'arrête plus. Il nous reste un peu plus de 3/4 d'heure, donc c'est votre moment, les questions. On a une possibilité à la fin aussi de continuer d'échanger, mais à la fois Michel et Véronique pourront vous répondre, mais ça peut être aussi des réactions. Donc la première personne qui se lance. Terre de Liens fait pousser des fermes, mais fait pousser aussi de la ruralité, de la vie sociale et de la vie associative, parce qu'en fait, dans les réflexions que je me suis noté, les campagnes, alors je vais être un peu cru, mais les campagnes retirées, moi je suis originaire de Lozère, doivent-elles devenir des mouroirs, parce qu'il y a des communes où il y a vraiment plus d'agriculteurs, Donc les gens qui restent, c'est des retraités, donc des gens qui vont mourir. Effectivement, c'est triste de voir les communes où, allez, à 60 habitants, 40 habitants, c'est pas très heureux. Et effectivement, Véronique, tu évoquais le changement de logiciel, et le changement de logiciel doit pas se limiter à la terre, mais on doit changer de logiciel par rapport à l'alimentation. Et il y a beaucoup de gens qui travaillent sur ça et qui réfléchissent effectivement, parce qu'on a une agriculture qui a permis à des gros agriculteurs de construire d'énormes capitaux. Par contre, aujourd'hui, en France, on a tout un tas de gens qui ne mangent pas à leur faim ou qui mangent mal et qui doivent attendre l'aide alimentaire pour se nourrir. Et ça, c'est quand même terrible, C'est que d'un côté, on a une agriculture, entre guillemets, prospère, parce qu'effectivement, aujourd'hui, les grosses fermes, c'est des business farmers. Et à côté de ça, on a une alimentation qui s'appauvrit, Et on a de plus en plus de produits transformés, on consomme des produits, on n'en connaît pas la composition, Moi, je travaillais dans la nutrition animale. Le descriptif d'une formule d'aliment du bétail est plus précise que les formules composées d'alimentation humaine. C'est quand même terrible, ça. Et la mobilisation des citoyens, tu en as parlé, donc voilà. Mais c'était cette réflexion-là que je voulais avoir. C'était plus une réaction qu'une question, mais justement, très bien, parce que j'ai vu qu'il y avait sur le salon là bientôt cet après-midi peut-être quelque chose sur la sécurité sociale de l'alimentation. Il y a un stand, donc ça effectivement lier les questions d'agriculture et d'alimentation, c'est très important et c'est ce qui c'est ce que prône d'ailleurs par exemple l'atelier paysan. L'atelier paysan, c'est une coopérative qui incite les agriculteurs à concevoir et réparer eux-mêmes leurs machines, justement pour éviter de dépendre
toujours dans un but d'avoir des interdépendances, mais repérées et connues. Et l'Atelier Paysan a publié un essai qui s'appelle « Reprendre la terre aux machines ». Et dans cet essai, il dit qu'il faut absolument lier les questions d'agriculture et d'alimentation et notamment restaurer une autonomie alimentaire en protégeant nos agriculteurs de produits importés sans qualité avec des normes rabaissées et également promouvoir une alimentation saine, durable par une sécurité sociale de l'alimentation. Peut-être en amont de ça, on peut parler aussi des plans alimentaires territoriaux et on peut aussi parler des démarches. Vous savez que 50%, les repas collectifs doivent être bio et locaux de plus en plus. Il y a, j'étais en Dordogne le week-end dernier, le département de Dordogne s'est engagé dans une démarche d'alimentation 100% bio et locale dans les collèges, avec pour l'instant une quinzaine de collèges qui ont contractualisé avec un collectif qui s'appelle Les Pieds dans le Plat. Ils fournissent des repas 100% bio et locaux, cette quinzaine de collèges. Et sur la ville de Périgueux, c'est toutes les écoles. Donc là, c'est du gros sort de la ville, les écoles primaires. Donc, je crois que dans la Loire, je ne sais pas, je lance un appel, il y a des démarches comme ça. Est-ce que quelqu'un peut en dire deux mots ? Alors, la démarche qu'il y a eu il y a déjà longtemps, à Saint-Étienne, c'était 100% bio, mais en faisant du 100% bio, bien entendu, c'était pas possible de le faire en exclusivement local. Donc il y a eu un petit retour en arrière sur le pourcentage, mais je sais que toutes les villes de la métropole commencent à s'intéresser à ce côté-là. Alors je sais plus Saint-Étienne maintenant, c'est peut-être du 80 ou 60, mais au moins c'est devenu local. 100% bio du jour au lendemain, mais il y a déjà plus de 10 ans de ça, c'était pas possible. C'était pas possible. Petite complément à ce que tu as dit sur la SSA. Donc le stand de la caisse, il y a une caisse expérimentale solidarité alimentaire et au Q8, si vous voulez y passer, c'est en plus entre le Treuil dont on a parlé tout à l'heure et le réseau des AMAP. Donc si vous voulez y aller, vous pouvez y passer. Et je crois que vous retrouvez sur le programme. Je me rappelle plus à quelle heure est la conférence, mais c'est dans l'après-midi. Voilà. Intervention. Simplement une petite question technique. Quand vous parlez de Saint-Étienne Métropole, j'avoue que je n'ai pas une représentation très claire de ce que ça représente, notamment en terres cultivables sur la surface de cette métropole. Est-ce que vous pourriez apporter une petite précision ? Saint-Étienne Métropole, c'est 53 communes. Donc ça prend la ville, mais ça va depuis Abouin jusqu'à Rive-de-Gier, quoi. Donc ça prend une grande partie du sud de la Loire. Alors sur les chiffres de la surface agricole, je les ai pas en tête malheureusement. Je m'en rappelle plus. Je suis désolé, j'ai pas révisé. Mais il y a beaucoup de communes qui sont productrices agricoles. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que tout à l'heure j'ai parlé de la production des 2% là, mais on est quand même dans la situation géographique du département de la Loire fait qu'on a beaucoup d'élevage. Donc on produit énormément de protéines animales, beaucoup de lait, beaucoup de viande bovine, du lait de chèvre, etc. Et qu'on a des gros déficits en production de légumes, et ça c'est lié à la géographie. On sera jamais autonome à 100% en légumes, en fruits. Mais par contre, comme dit Stéphane Linou du Conservatoire des Arts et Métiers, qui a travaillé sur la sécurité alimentaire des territoires, entre 2% et 100%, il y a une marge. Donc on peut progresser. Et il y a notamment sur les plans alimentaires territoriaux qui sont soit en cours de construction. Dans le département de la Loire, il y en a quand même pas mal. Il y a Loire-Forêt-Agglo, Saint-Étienne Métropole, les Monts du Pilat, etc., le Rouennais. Presque tout est couvert. Les PAT, quand bien pensés, bien réfléchis, travaillés de façon collective, c'est un levier pour réorienter l'agriculture aussi vers de nouvelles façons de produire et de nouveaux besoins. C'est-à-dire on sort du phénomène de dire des avantages comparatifs, on va dire, vite fait, en disant nous on peut faire du lait en grande quantité, on y va et on fait toutes les structures pour, et puis on oublie le reste. Et donc ça c'est une politique de l'offre.
Hein, c'est ce qui est beaucoup développé aujourd'hui, et c'est de revenir à une politique de la demande, c'est-à-dire de dire on a des besoins sur nos territoires, des besoins en fruits, en légumes, en céréales. Il y a très peu de farine qui vient de la région ici, alors qu'on a des terres pour faire des farines, pour faire du pain ou des pâtes, etc. On a des problèmes de précarité alimentaire. Beaucoup. Enfin, moi, Saint-Étienne, il travaille beaucoup sur ce sujet. Il y a d'autres idées. Donc, c'est un levier pour réorienter les systèmes agricoles vers lesquels on veut aller, et pas sans arrêt aller dans le mur, continuer, quoi. Voilà. Désolé, j'ai pas répondu à tout, mais. Oui, quand on parle d'autonomie alimentaire, c'est pas forcément strictement sur son territoire. Il y a beaucoup trop d'habitants et pas assez d'hectares autour de Saint-Étienne qui font partie de Saint-Étienne. C'est de la région, par exemple. On sait que sur la Loire, on ne peut pas de toute manière être complètement autonome parce qu'il y a trop d'habitants par rapport à la surface. On sait qu'on aura besoin. Je crois qu'on pourrait être autonome si on changeait un petit peu notre alimentation, notamment au niveau de la viande. On atteindrait un 87% d'autonomie sur la Loire. Mais ça veut dire que en Haute-Loire, c'est le contraire. Ils ont beaucoup d'espace pour produire, mais ils n'ont pas beaucoup d'habitants. C'est-à-dire que la région, c'est des régions qui devraient être complémentaires. Mais ça veut dire que c'est peut-être inutile d'importer des pommes de Normandie alors qu'on en produit ici. C'est ça que ça veut dire. Si vous vous intéressez à ce problème de sécurité alimentaire, il y a deux outils qui peuvent vous être intéressants. Le premier, c'est Parcelles. On appelle ça des convertisseurs alimentaires. Parcelles, ça a été fait par Terre de Liens et l'INRAE, une université belge, et ça a été repris par une association de Lyon qui s'appelle les Greniers d'Abondance sous le nom de Cratère. Et là, vous pouvez dire, par exemple, bah tiens, moi je veux passer ma cantine en bio. Qu'est-ce qu'il me faudrait en fait sur le village pour que mes gamins ils mangent en bio. Vous pouvez poser des tas de questions. C'est extrêmement intéressant et assez précis et scientifique. Ouais, pour compléter cette notion d'autonomie alimentaire, on peut aussi raisonner à une échelle plus large. Il faut savoir qu'en France, on importe 40% de nos fruits et légumes. Et on exporte notre blé, on exporte nos vins, notre champagne, ça on comprend, le cognac, tout ça. Mais importer 40% de nos fruits et légumes, on comprend moins. Hein. Et puis, on peut raisonner aussi au niveau de l'échelle de l'Europe. Il y a des scénarios qui défendent qui se sont. J'étais à Paris là et il y avait l'auteur de un scénario qui s'appelle 10 Years for Agroécologie en Europe, donc 10 ans pour l'agroécologie en Europe, un scénario qui montre qu'on peut passer en agroécologie, c'est-à-dire en des systèmes agronomes équilibrés et sans intrants en Europe avec une sécurité alimentaire au niveau européen. Donc, il faut aussi sortir de ce schéma comme quoi on n'y arrivera pas sans les intrants. On a absolument besoin du glyphosate. Non, c'est pas vrai. C'est Bayer qui a absolument besoin de nous en vendre, mais nous, on n'en a pas besoin. Oui, quelques réflexions sur la question de la réorientation du modèle agricole et alimentaire. Michel disait que les agriculteurs considéraient qu'ils connaissaient leur métier et que c'est eux qui devaient s'occuper de... Voilà. Il a parlé des mangeurs aussi. Je préfère quand même le terme de consommateur, mais bon. Il y a une formule qui a eu beaucoup de succès pour parler du lien agriculture-alimentation. C'était du champ à l'assiette ou de la fourche à la fourchette. Et je pense que ce qu'il faut qu'on fasse aujourd'hui, il faut changer de paradigme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut dire c'est de la fourchette à la fourche. C'est-à-dire comment aujourd'hui les consommateurs ils orientent aussi le champ de la production agricole. Moi, ça me semble tout à fait essentiel. Et puis juste une remarque par rapport à ce que disait Véronique sur l'importance des modèles collectifs. Voilà. Je m'interroge quand même, mais j'ai quelques éléments de réponse, mais c'est intéressant de discuter de ça. Quand on voit dans notre environnement là, l'agriculture de groupe s'est beaucoup développée.
peut-être particulièrement dans ce département, avec de la polyculture élevage, notamment avec des groupements agricoles d'exploitation en commun. Et quand on voit sur nos territoires la difficulté que des GEC ont soit à remplacer des associés sur le départ, soit à transmettre. Et ça, pourquoi? Une des explications, à mon avis, c'est que c'est une question de modèle. C'est-à-dire souvent, c'est des exploitations qui ont grandi au fil du temps avec les associés, et c'est des modèles qui sont difficilement reprenables, et dans lesquels aussi les jeunes porteurs de projets s'y retrouvent pas forcément, parce que c'est souvent des modèles plutôt en monoproduction. Et on voit bien aujourd'hui ce que recherchent des jeunes porteurs de projets, c'est des modèles plus diversifiés, plus complexes, et notamment associant le végétal à l'animal par rapport à la question, notamment, la terre, il faut la nourrir. Hein, et on n'a rien trouvé de mieux que des vaches ou des animaux pour alimenter la terre. Oui, je pense que vous nous avez bien illustré que des solutions existent. Mais est-ce que vous pouvez nous donner du courage par rapport aux obstacles? Comment faire évoluer la PAC? Où est-ce qu'il faut agir? Hier, on avait Camille Etienne qui a une énergie pas possible et qui est capable de faire bouger des points. Et elle exprimait la nécessité d'agir sur différents endroits, à différents moments, et puis on ne sait pas trop quand la sauce va prendre. Qu'est-ce que vous voyez, vous, comme possibilité pour arriver à contrebalancer ces pouvoirs de lobby et ces pouvoirs politiques qui bloquent complètement et qui écrasent ceux qui ont la solution pour demain? Oui. Alors, merci d'avoir posé la question, parce qu'il y a une chose dont j'ai oublié de vous parler, effectivement. Alors, Michel nous a parlé de Terre de Liens. Terre de Liens, il est né, le mouvement est né à Cray, dans la Drôme. Hein, à Die. L'étincelle a eu lieu à Die, et puis après, l'association est née à Cray, donc c'est pas très loin d'ici. Et tous les gens de Terre de Liens ont en fait adopté une... Terre de Liens est née de l'éducation populaire. Alors, quand on dit éducation populaire aujourd'hui, c'est un terme qu'on n'emploie plus trop. Hein, mais l'éducation populaire, moi j'ai vraiment découvert ce que c'était à travers ce livre et c'est en fait une idée qui est née pendant la guerre, dans la résistance, et c'est de dire t'es pas content de ce qui se passe, on est plusieurs à dire qu'on n'est pas content de ce qui se passe, on se met ensemble pour regarder pourquoi. Qu'est-ce qui nous énerve, qu'est-ce qui nous met en colère, qu'est-ce qui nous convient pas, et pourquoi, comment ça fonctionne, comment ça marche. Et c'est ce qu'ils ont fait sur cette question de l'accès à la terre. Ils se sont réunis, ils vont former un groupe de travail pendant 5 ans. Ils sont allés voir tous les groupements fonciers agricoles, les pionniers de l'accès collectif au foncier qui existaient au Pays Basque, dans la Marne, au Larzac, en Bretagne. Ils ont réuni et ils se sont forgés une expertise à partir de leur travail. Donc, ils se sont forgés leur propre savoir. Ils sont pas seulement, bien sûr qu'ils ont lu, mais ils n'ont pas attendu que le discours il tombe d'en haut. Et ils ont forgé leur expertise. Et à partir de là, ils disent on veut que la terre soit un bien commun. Comment est-ce qu'on peut faire pour que la terre soit un bien commun? Et à partir de là, hop, création de la foncière, etc. Donc, l'éducation populaire, c'est redonner de la puissance d'agir à nous tous qui sommes en fait quelquefois, on regarde les infos, on fait, on lit le journal, on fait, et on a ce sentiment d'impuissance. Ce sentiment d'impuissance, c'est une illusion confortable aussi, de dire on n'y peut rien. Hein. Or, en fait, si moi, tous les gens que j'ai rencontrés partout qui étaient dans l'action, ils n'étaient pas désespérés en fait, parce qu'ils étaient dans l'action. Et encore, j'étais dans les Landes vendredi, on discutait, il y avait une table ronde, il y avait un film, il y avait un éleveur, il y avait un maraîcher,
avec moi, on discutait avec la salle et tout. Et tous, ils disent, mais non, mais on est dans l'action. On sait pourquoi on se lève le matin. On sait, Terre de Liens sait pourquoi les bénévoles savent pourquoi ils agissent. Et eh bien, c'est vrai qu'ensemble, les citadins, les paysans, les ruraux, les gens dans les lycées agricoles, les journalistes aussi, on a tous cette puissance d'agir. Moi, c'est vrai que mon truc, c'est d'être passeur voilà, c'est dans ça que je suis bonne. Beaucoup plus que pour faire pousser des patates, ça je vous l'avoue. Mais heureusement que j'ai un compagnon qui est un peu jardinier. On est complémentaires. En fait, voilà, c'est de reconnaître nos interdépendances. On est l'idée d'une autonomie. Je vis dans ma bulle et je me protège de tout. C'est une illusion. Non, c'est par le collectif, par la conscience de nos interdépendances. Et on a tous une capacité, une possibilité d'agir. Je peux pas vous dire mieux, quoi. Moi, je voulais peut-être faire le lien entre ce qui vient d'être dit sur l'éducation populaire, puis tout à l'heure, Michel parlait on est tous des bouffeurs, hein, c'est vrai. Donc, on est tous concernés par l'alimentation et le lien aussi avec les PAT, les fameux PAT, projets alimentaires territoriaux. Alors, en même temps, moi, les PAT, en même temps, je trouve on est un certain nombre à trouver que c'est un outil pertinent en ce qu'il peut mettre en place, mais c'est pas non plus l'alpha et l'oméga. On le voit par exemple dans le département d'à côté au Puy, le PAT, le projet alimentaire territorial qui est supposé faire travailler tout le monde, c'est piloté par la Chambre d'agriculture. Donc on s'imagine bien les actions qui vont être mises en place. Mais il y a différentes manières de le faire. Sur Saint-Étienne et ailleurs, il y a pu y avoir des démarches beaucoup plus collaboratives et mettant en mouvement des tas d'associations. Mais ce qui nous paraît important, je crois, un certain nombre de militants, de tas d'associations. Moi, je représente le Treuil, les AMAP, mais il y a des tas de gens ici présents qui sont pertinents dans d'autres actions. Les PAT, ça a permis au moins de dire l'alimentation devient l'axe, le pivot, c'est l'élément central. Et ça a permis de dire, finalement, pendant 60 ans, l'agriculture, c'était le problème des agriculteurs et les citoyens n'avaient rien à dire. Comme l'a dit Michel tout à l'heure, on était supposé être totalement incompétents et on n'avait rien à dire. Le fait de mettre l'alimentation, ça a fait le lien entre l'agriculture et l'alimentation concerne 100% des habitants de la planète et donc de nos propres territoires. Donc le fait de mettre l'alimentation et l'outil PAT est un moyen d'y arriver en lien, ça permet de dire, ça pousse les citoyens à se poser la question des choix qu'ils font. Et l'éducation populaire, on est en plein dedans, puisque l'éducation populaire, c'est la formation tout au long de la vie. Donc on est tous invités en tant que citoyens à s'acculturer, à se former sur les problématiques d'alimentation, d'agricole, et nous on rajoute au Treuil d'environnement, puisque tout est lié. Donc je pense que c'est un élément relativement fort. Juste un tout petit point très rapide. Ce dont vous avez parlé tout à l'heure à propos du fait de reprendre le pouvoir, il y a un terme anglais qui est parfait pour ça. Ça tient en un seul mot, c'est empowerment. Et je crois que c'est une notion forte. Empuissançons-nous. Oui, en quelque sorte, oui. Moi, je parle parce que l'agriculture, j'adore les œufs. Et je suis effarée. J'avais pas trop réfléchi à ça. C'est ma marchande de glace à Montpellier qui m'a fait réfléchir à ça, parce qu'elle travaillait chez un pâtissier bien, a priori, mais elle ne dormait mal parce qu'elle voyait tous les œufs qui arrivaient, on ne sait pas trop comment. Et ça l'empêchait de dormir. Et pour être en accord avec elle-même, elle a décidé de faire de la glace qui n'exigeait pas de l'œuf, avec des fruits, des choses comme ça. Et je me disais que tout est très compliqué, on en a conscience, même si on essaye de se battre. Mais je pense qu'avec les œufs, parce que j'ai une amie, moi, qui me vend des œufs régulièrement, on pourrait peut-être trouver une solution, alors je ne sais pas comment, mais je vous soumets ma réflexion. Peut-être au niveau communal, ou dire je veux les œufs de ma commune, déjà pour l'école et puis tous les habitants. Il y a beaucoup de terrains abandonnés, même en ville. Il y a des terrains qui attendent des projets pharaoniques qui ne se produisent pas. Ou beaucoup de choses ne se font pas comme on croyait. J'habite Montpellier, un grand projet a été abandonné. Bon. Le terrain est là depuis. Ce n'est pas un terrain forcément pollué. Il n'y a pas eu d'industrie ni rien. Peut-être qu'il faudrait améliorer un peu.
Mais je crois que l'élevage de poules n'est pas quand même le plus compliqué et qu'on pourrait trouver comme des éleveurs salariés. Je ne sais pas quelle est la solution. Le seul problème, c'est qu'on pourrait amener même des choses comme des caravanes, entre guillemets, pour les poules. Et, sur Biocoop, le dernier journal, là, il y a un monsieur qui raconte comment il a éduqué ses poules parce qu'il travaille seul et il ne peut pas courir après toutes ses poules. Il explique qu'il y a des solutions. Et je me dis qu'on ne peut pas attaquer tous les produits en même temps, d'autant plus que les œufs, vous le savez tous et toutes, et peut-être certains d'entre vous déjà boycottent les biscuits, les gâteaux, tout ce qu'on trouve dans les hypermarchés, même chez Biocoop, et qu'on ne sait pas d'où viennent les œufs. Et les œufs rentrent énormément dans l'alimentation. Et à un moment donné, je crois qu'il avait été demandé qu'on sache ce qu'il y avait comme œuf, d'où provenaient les œufs. Et apparemment, ça a été retoqué. Vous, madame, vous le savez, voilà. Et on en est toujours avec cette histoire qu'on ne sait vraiment pas d'où vient notre alimentation. Alors, pour la viande, avec l'alimentation actuelle, c'est compliqué, mais je pense que pour les œufs, peut-être, on pourrait essayer tous ensemble. Et surtout maintenant que les composts se développent dans toutes les villes, avec les déchets alimentaires, comment ensemble trouver quelque chose pour avoir tous des bons œufs avec tout ce qu'on mange. Véronique, une réaction ou... Alors cette question des œufs, ça me fait penser. Vous venez de Montpellier, mais je lisais là récemment dans un article dans toute l'Île-de-France, la consommation des œufs est interdite, les œufs produits localement, parce qu'il y a des pollutions, ce qu'on appelle les polluants éternels. Donc dioxines, furanes qui sont issus des bouts des stations, des fumées des stations d'épuration. La communauté, l'Île-de-France, c'est une région très densément peuplée, bien sûr. Et puis d'autres retombées liées à l'industrie, etc. Donc vous ici, vous êtes pas mal non plus dans le couloir de la chimie côté Rhône. Il y a des polluants éternels aussi, il y a du PCB, il y a tout ça. Donc je vous invite à vous informer parce que effectivement les œufs, moi je suis arrivée à l'écologie par les œufs. J'ai une amie à un moment qui me dit, je sais pas, j'avais 20 ans, elle me dit moi je mange des œufs bio. Je dis pourquoi tu manges des œufs bio? Enfin les œufs, il y a une coquille, c'est super les œufs. Et je ne savais pas que en fait les polluants traversaient bien sûr s'ils étaient dans le sol, ils étaient dans l'alimentation de la poule et donc etc. Les œufs sont des aliments faciles à produire partout. Tout le monde peut avoir des poules dans son jardin, mais il faut savoir sur quel terrain on est. Il faut bien s'enseigner sur la qualité sanitaire en fait des terrains sur lesquels on élève ses œufs et on fait pousser ses légumes. On en est là aujourd'hui. Autre intervention. Moi, j'aurais une question à te poser sur ton livre. Donc, la première partie, c'est à partir de ton Tour de France, des expériences. Donc, tu cites, pêle-mêle, on va dire, le Larzac, c'est quand même un peu spécifique parce qu'il y a une lutte autour. Donc, on n'arrête pas de dire que c'est le seul endroit où il y a le plus de paysans. Bon, il y a quand même une raison. Un maintien. Un maintien, mais autant de paysans qu'il y a 40 ans. Ouais. Mais bon, après, tu as fait le tour. Il y a l'expérience du Pays Basque. Et c'est clair que dans ta conférence, tu ne peux pas expliquer complètement, mais quand on est citoyen lambda, on se dit, il y a des paysans qui partent avec des terres, et il y en a qui veulent, il y en a quand même qui veulent s'installer, notamment des NIMA, les non issus du milieu agricole. C'est simple, il y a plus de terres que de besoin. Donc, tu expliques quand même tout le processus. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Bon, après, vous pourrez trouver beaucoup de choses dans le livre, mais est-ce que tu peux nous dire un petit peu toutes les complications, que c'est pas si simple que ça? Tu l'as un petit peu abordé, mais que c'est pas simple. Il n'y a pas une ferme, elle est libre, il y a quelqu'un qui veut se lancer, et puis bon, c'est simple. Offre et la demande, on va dire bêtement, c'est simple. Donc, est-ce que tu peux je sais que c'est technique, mais est-ce que tu peux nous dire en 2 mots exactement comment ça se passe? On le retrouve dans ton livre, mais si tu veux nous dire ça en quelques mots, facile, accessible, c'est pas simple, j'ai bien compris, mais... on peut pas résumer en 2 secondes, mais si tu veux, il y a plusieurs questions. Pourquoi, en fait, ces nouveaux profils, NIMA, c'est non issus du milieu agricole, c'est 60% des jeunes qui veulent s'installer aujourd'hui sont non issus du milieu agricole. Et donc, pourquoi c'est pas si simple? Parce que déjà, quand on est non issu du milieu agricole, on va trouver des gens qui ont de la terre, qui sont des propriétaires fonciers ou des anciens agriculteurs qui veulent prendre leur retraite et on leur dit, moi, c'est arrivé chez moi, on
on a vu arriver des jeunes porteurs de projets qui voulaient s'installer en ovin bio, production fromagère, donc lait de brebis, dans une terre céréalière, sur 24 hectares, alors que les moyennes des fermes, c'est... sur 30 hectares, que la moyenne des fermes, c'est 100 hectares. Et tout le monde leur a dit bonjour, mais ça va être compliqué, quoi. Et donc, il y a une question de culture, de code culturel. Mais surtout, il y a une question d'inadéquation des structures qui aujourd'hui accueillent les porteurs de projets par rapport à ces nouveaux porteurs de projets. Hein. Moi, j'ai eu beaucoup... depuis que je me déplace pour à propos de ce livre, les gens viennent me trouver avec des histoires. Hein. Et les histoires, c'est on nous fait pas confiance, ou on a des terres, on a le projet, la banque ne veut pas nous prêter. C'est on veut s'installer en collectif, y a pas moyen, la banque n'y croit pas. Voilà. Donc même si ils peuvent avoir accès à des terres, après pour avoir la dotation jeune agriculteur, non mais là vous les installez sur trop petite surface, ça va pas être possible, etc. Donc entre les projets de ceux qui arrivent, qui veulent s'installer, et les structures qui sont chargées de les accueillir, il y a un grand écart. Entre les fermes qui sont à reprendre, qui sont souvent trop grandes, trop chères, et les projets d'installation, il y a un grand écart. Donc Terre de Liens travaille là-dessus d'ailleurs, sur comment reprendre des fermes trop grandes. Voilà, il y a des groupes de travail, il y a des gens qui travaillent là-dessus, qui sont très conscients de ces problèmes. Hein. Tout n'est pas perdu, mais sur le plan de la politique, dans les chambres d'agriculture, souvent on regarde le projet financier, le projet technique, on regarde pas le projet humain. Hein. Et après, il y a des structures qui accompagnent, comme la DEAR, voilà. Il y a des, je sais que dans votre région, votre président, il vient de supprimer les aides à la DEAR. La DEAR qui installe, je sais plus combien par an, voilà. Donc c'est quand même un peu dommage, hein. Voilà, pour les jeunes, parce que justement la DEAR développait des systèmes de parrainage, de mûrissement du projet. Quand on veut s'installer, qu'on arrive avec un projet, on n'a pas tout en tête, on ne sait pas tout faire. Il faut s'appuyer sur des connaissances, sur des partenariats, il faut faire des stages, etc. Tout ça, c'est un accompagnement humain. Et si on a un accompagnement humain qui vous invite à monter une usine alors que vous voulez monter un poulailler, voilà, il y a un gros décalage. Hein. Donc, il faut faire rentrer dans ces structures d'accompagnement des gens qui sont plus en phase avec les porteurs de projets. Bonjour, un exemple qui va pas faire avancer le schmilblick. J'ai un gamin, 20 ans, non issu du milieu agricole, qui devait reprendre une ferme à Burdigne. Il était en stage de reprise agricole. Il n'y avait pas de problème de foncier, a priori. Voilà. Mais il a lâché l'affaire, heureusement avant de signer quoi que ce soit. Je trouve qu'il vaut mieux qu'il le fasse avant de signer, de s'endetter pour je ne sais pas combien d'années. Ferme laitière, autonome. Mais en gros, je crois qu'il a compris que s'endetter, il devait emprunter 400 000 euros alors qu'il avait 0 € d'apport. Les banques étaient prêtes à le suivre, a priori, sans souci, ce qui me fait halluciner, moi. C'est juste qu'il a compris qu'il allait devoir trimer comme un dingue pendant 30 ans pour à peu près 800 € par mois, quoi. Et c'est vraiment la charge de travail. Il n'a même pas mis en avant le fait qu'il allait avoir des menottes aux poignets et aux jambes, mais c'est vraiment une histoire de charge de travail. Et pourtant, depuis qu'il s'est parlé, il a dit « je veux être agriculteur ». Et maintenant, il a dit « ne me parlez plus du monde agricole ». Je ne vais pas finir avec une note ultra négative, hein. C'est un exemple, encore une fois. Il y en a plein d'autres qui sont super motivés et peut-être qu'il y reviendra un jour. Mais néanmoins, quand il a compris, il a fait des stages de partout, il a traîné toute sa jeunesse dans des fermes, donc il savait bien ce que ça voulait dire que d'être agriculteur. Néanmoins, quand il s'est retrouvé devant une réalité telle qu'on lui a présenté, il est accompagné par la chambre, il a fait ouf, non, je vais peut-être pas partir. Donc, il n'y a pas eu de problème de foncier. Pour moi, il y avait, a priori, vraiment des gros problèmes de foncier en France. Il y en a beaucoup, mais je crois qu'il y a aussi des jeunes qui n'ont peut-être pas envie
de vivre ce qu'ont vécu, non pas leurs parents, parce que moi je ne suis pas issu, mais voilà, de ne pas vivre comme ceux qui les ont formés. Michel, tu voulais prendre la parole, donc ça tombe bien. Je vais rajouter à ton intervention une question, alors peut-être pas dans ce cas-là, mais comment vous repérez les besoins de ce type, c'est-à-dire des gens qui veulent démarrer, qui peuvent avoir le foncier, mais qui financièrement, comment vous le repérez, comment ça se fait dans un département? Moi, je voulais rebondir un peu, puis ça répondra en même temps sur la question de la restructuration. Le souci, c'est qu'il y a cette grosse inadéquation entre ce que veulent faire les gens et ce qui leur est proposé comme structure. Donc aujourd'hui, à Terre de Liens, il y a un gros boulot qui est fait sur ce qu'on appelle la restructuration des fermes, c'est-à-dire de se dire, ces grosses fermes qui demandent des capitaux énormes pour pouvoir être reprises. Et donc du coup, oui, ça m'étonne pas que votre fils il fasse marche arrière, parce qu'il se dit, moi je vais trimer pour rembourser qui, le crédit agricole? Non, c'est bon, pour gagner 800 € par mois, c'est pas acceptable. Donc il y a un travail, nous, qu'on essaye de faire. Alors c'est pas résolu encore, hein, mais on a plein d'exemples qui se passent. On a fait un séminaire jeudi dernier à Rion, en Auvergne, pour travailler sur cette question-là avec les collectivités, justement, les communautés de communes, les agglos, pour essayer de voir comment on peut faciliter ces installations en restructurant des fermes de grande dimension, c'est-à-dire non pas en regroupant sans arrêt, mais en redivisant de façon rationnelle pour que les gens puissent avoir des projets où ils puissent vivre dessus. C'est-à-dire où ils puissent pas travailler comme des esclaves et gagner leur vie, parce que c'est ça le plus intéressant. Donc nous, le peu qu'on fait au niveau de Terre de Liens, c'est qu'on les allège de la charge du foncier et du bâti. Donc déjà, c'est beaucoup. Ils ont pas la charge de tout ça. Il leur reste que les moyens de production. Mais ça, c'est un sujet qui est vraiment nouveau aujourd'hui. C'est-à-dire que la tendance étant tellement à l'agrandissement de partout et à l'accaparement que c'est un peu iconoclaste de travailler sur ces questions-là. Je me suis un peu perdu, mais je voulais surtout parler de ça. Ah oui, et en même temps aussi, c'est l'inadéquation. Nous, on le voit, par exemple, le cas de la Fournachère, c'était un cas exceptionnel parce qu'on avait 50 hectares d'un bloc. C'est-à-dire vraiment une ferme avec tout ce qu'il fallait, les 50 hectares autour, de retenue collinaire, enfin tout l'idéal. Et on a allégé, alors les preneurs, on les allège de tout ça, quoi. Ils achètent les troupeaux et tout ça, mais toute cette structure, ils n'ont pas à en supporter la charge. Où c'est plus problématique, c'est quand on a des propriétés qui sont totalement explosées, quoi. C'est-à-dire qu'on a des petits bouts de parcelles par-ci, par-là. Et donc, des fois, ce qui est difficile pour nous, c'est d'arriver à constituer une entité qui permet aussi à des gens de vivre à peu près, de produire et vivre à peu près sereinement dessus. Donc ça, on a quelques exemples, et les pourcents, nous, on essaye de travailler avec la SAFER. Hein, donc la SAFER, il y a plein de mauvaises images, hein, parce qu'il y a eu des mauvaises pratiques peut-être à certains endroits et à certains moments. Mais globalement, nous, on travaille... En 2 mots, la SAFER, c'est la Société d'aménagement foncier rural. C'est elle qui a la compétence au niveau du foncier agricole pour elle est dotée d'un droit vraiment très spécifique qu'on appelle le droit de préemption. C'est-à-dire quand une terre agricole est mise à la vente, la SAFER doit être avertie par le notaire et elle peut préempter, hein, c'est-à-dire soit négocier à l'amiable, soit préempter, ce qui est très dur, hein, souvent pour un propriétaire, parce qu'il dit non, vous n'avez pas le droit de vendre, c'est moi qui achète. Mais c'est son rôle de réorienter après ces terres où elles vont être le plus utiles et favoriser et l'installation et la restructuration, enfin tout ça. Donc voilà. Mais c'est effectivement ce que vous disiez là, c'est un vrai souci. Nous, je sais qu'à Terre de Liens, par exemple, les porteurs de projets, on travaille énormément sur la viabilité du projet, mais sans a priori. Parce que c'est ça un peu le problème aussi, c'est-à-dire qu'il y a, moi je veux montrer personne du doigt parce que nous on essaye de travailler avec tout le monde, mais il y a souvent
des choses où sur certains modèles, on a des partenaires qui ont des schémas tout faits dans la tête. Ils se disent, une ferme laitière, c'est tant d'hectares, tant de bêtes, etc., machin. Et c'est très difficile de faire admettre d'autres types de projets. C'est pour ça que nous, les porteurs de projets, souvent, on suit très près ce qu'ils font. Parce que après, nous, on doit être garant qu'ils vont nous payer les loyers. Donc, faut quand même que, mais c'est, parce que s'ils nous payent plus, ça veut dire que c'est grave, hein. Ça veut dire que déjà, ils n'arrivent pas à vivre. Mais du coup, c'est de travailler avec eux sur leur projet économique. Et pas que économique. Parce qu'il y a l'économique, mais il y a ce que ça suppose en termes de conditions de vie et de travail derrière. Parce que moi, je pense que quelqu'un qui va s'installer et qui sait avant qu'il va gagner 800 € par mois, il va pas bien vivre. Ça, c'est clair. Donc là, tout de suite, on va l'alerter et revoir le projet. Nous, le cas de la fournachère, là, puis je me tairai après, mais c'est pour bien vous montrer le couple qui s'installe. Pendant plus d'1 an et demi, on a travaillé avec eux sur leur projet, on leur a reposé des questions, on leur a dit, oui, mais là, vous voulez acheter tel matériel, mais ça serait pas mieux d'être avec l'Acuma à côté, qui a déjà ce matériel qui vous coûtera moins cher. Est-ce que vous avez besoin de ça, qui va vous servir quoi? Allez, 3 heures par an. Est-ce que ça vaut le coup? Par contre, l'Acuma, c'est des coopératives d'utilisation de matériel agricole, c'est-à-dire que les agriculteurs se groupent pour acheter un matériel, et puis il va être utilisé à toutes ses capacités, alors que si on l'achète chacun sur sa ferme, on va l'utiliser 2-3 heures par an. Enfin, moi, j'ai une de mes filles qui est paysanne, ils font plus du tout aucun travaux d'épandage de compost. C'est l'Acuma qui fait ça, ils ont un épandeur, ça dure une demi-journée par an, terminé. Et ça leur coûte beaucoup moins cher. Donc il y a tout un tas de choses comme ça où on les questionne. On s'immisce pas dans leurs projets en leur disant vous devez faire ci, vous devez faire ça, c'est comme ça qu'il faut faire. Non, on questionne simplement. On dit est-ce que là il n'y a pas un sujet quoi? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver une autre issue? Et souvent ça dure longtemps. On a le temps. Nous, on essaye d'apprendre l'idée de la patience aussi dans le montage des projets, se dire, voilà, et petit à petit, parce qu'on s'engage pour du temps après. Donc du coup, ça fait évoluer le projet et ça évite d'aller dans le mur. Enfin voilà, je m'arrête. Alors, on va arrêter là et on va vous donner rendez-vous donc au fond de la salle. Où avec notre partenaire qui s'est mis en place, l'Hirondelle, donc la librairie L'Hirondelle, qui est partenaire du Salon Tout Juste. Pour vous situer leur stand, ils sont juste en face de l'espace radio. Donc si vous voulez aller faire un tour sur leur stand, il y a beaucoup de choses intéressantes, dont le livre de Véronique. Mais vous pouvez l'acheter ici et le faire dédicacer à Véronique. Je remercie Véronique d'avoir participé à cet échange. Michel également pour Terre de Liens et les autres personnes de Terre de Liens présentes. Et puis vous pour être venus.